as one of his many tools. He would not say he's a photographer. Probably he will define this better later. Donc Alfredo Jarre ne dirait pas qu'il est photographe. Voilà, il a été formé en tant qu'architecte. Il est peut-être un peu tout cela, artiste, architecte, cinéaste, photographe. Mais il est rare que Alfredo apparaisse dans le domaine de la photographie, soit présent dans une activité de ce type. Donc j'ai vu voilà son rétrospective, pardon, on l'entend mieux maintenant. Donc je l'ai vu au Festival d'Arles et Alfredo a été surpris. Il a dit mais la photographie est venue vers moi. Mais non, mais il faut regarder ton travail, Alfredo. Ce sont des photos. Mais je pense que le rapport avec la photographie est au cœur de beaucoup de vos réalisations. Donc il faut avoir comme point de départ ce qui est très important dans la vie d'Alfredo, la vie d'artiste. Et voilà, le point de départ, c'est la photographie et on peut voir ces images sur le stand de Goodman, de la galerie de Goodman. Donc, Alfredo, je vais vous demander, de nous parler de votre entrée dans cette sphère, dans le domaine de la photographie. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, maintenant, oui, on vous entend bien. Il faut le toucher presque, non? Comme ça. Non, il faut pas trop. Non, pas du tout, pas comme Johnny Hallyday, s'il vous plaît. Alors moi, je me suis transférée à New York en 1982 et j'avais envie d'être artiste, mais j'étais architecte. Et je ne savais pas comment me comporter dans le monde de l'art. Alors j'ai décidé de travailler comme architecte pendant quelques années et de financer mon activité artistique. Pendant quelques années, j'ai travaillé en tant qu'architecte pendant la journée et les soirs et les week-ends. Je commençais à réfléchir comme un artiste. Mais pour les architectes, le contexte est tout. Donc j'avais besoin de comprendre le contexte du monde de l'art à New York afin de pouvoir devenir artiste, n'est-ce pas? Alors pendant ces années d'architecte, j'ai assisté à toutes les expositions, je me suis rendue à toutes les galeries des musées, je me suis abonnée à toutes les publications, j'ai suivi toutes les conférences. Il fallait que je comprenne complètement comment fonctionnait ce monde de l'art. Et au bout de quelques années, je suis arrivée à quelques conclusions. Donc, d'abord, New York, à l'époque, était le centre de ce monde de l'art. Plus maintenant, si je puis me permettre, mais à l'époque, c'était vraiment le centre du monde artistique. C'était pendant les années 80. Donc entre 82 et 85. Des expositions extraordinaires, des artistes extraordinaires, des publications extraordinaires, des conversations extraordinaires, des collections extraordinaires dans toutes les institutions. Deuxième conclusion à laquelle je suis arrivée, le monde de l'art est extrêmement provincial. Car si l'on examine le monde de l'art et l'activité de ces artistes, voilà, ils sont regardés eux-mêmes et le monde extérieur n'existait pas. À l'époque, il y avait 37 conflits autour du monde, mais si on se rendait dans un musée ou dans une galerie, on n'y voyait aucune trace. Et je me suis dit, voilà, là maintenant, je sais comment je vais me comporter, comment je vais agir dans ce monde. Je serai artiste, mais je vais ramener le monde vers mon art, vers le monde de l'art, le monde réel. Un projet assez ambitieux, utopique,
Mais j'avais envie de faire ça. Je voulais amener la réalité dans ce monde pour que le monde de l'art ne soit pas un monde de fiction. Et par hasard, à l'époque, j'ai lu un article sur un journal français, donc 6 lignes, sur Serra Pelada, dans l'Amazonie, donc au Brésil. Il n'y avait pas de photo, juste une description écrite qui disait que voilà, une fossé, voilà, un trou qui a été creusé à la main. À l'apparence, c'était l'enfer, 100 000 hommes qui travaillaient dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est un bon endroit pour commencer. Et c'était en quelle année? C'était en 84, 1984. Alors, je vais vous montrer quelques années avant l'arrivée de Sébastien Salgado, n'est-ce pas? Oui. Alors, je m'y suis rendue et je vais vous montrer les images qui sont également affichées à la galerie Goodman. Voici les images. Alors, j'ai pris 3000 clichés et j'ai passé 2 semaines à dormir chez l'habitant, donc chez un mineur, et je voulais tout documenter, je voulais tout montrer de cette situation. Je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà, on avance les diapositives. On avance les diapositives, d'autres images. Donc jusqu'ici, voilà, c'est une attitude de photographe qui se rend sur un site de crise ou de catastrophe naturelle. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une fois rentré à New York avec ces images, je me suis posé la question, donc comment montrer ces images? Comment expliquer le contexte de ces images? Alors, j'ai une idée. J'ai loué donc une station de métro, Spring Street, donc dans le quartier de Soho. Et voici l'entrée. C'était voilà les années d'or des tags, graffiti. Voici donc la station de métro. Et Spring Street est une station à Soho qui était vraiment au centre, le centre du monde de l'art. Et c'était la station qui pouvait vous amener à Wall Street, où voilà, on achetait, vendait les produits de base, de l'or. Alors je voulais montrer mes photos aux gens qui travaillaient sur Wall Street, qui travaillaient avec des chiffres abstraits. Je voulais leur montrer une réalité. Donc voilà, j'ai loué tout cet espace et voici le résultat. Chaque 7 ou 10 segments, voilà, j'affichais le prix de l'or dans des villes principales où se vendait l'or. Je voulais montrer donc le travail et le prix du produit à l'époque. En termes d'action de rue, enfin, de la street photography, vous avez utilisé ce genre assez tôt, en fait. Depuis, voilà, nous avons vu beaucoup d'actions, mais voilà, vous avez commencé tôt par rapport aux autres. Je ne pense pas, mais c'était voilà l'époque des tags et Keith Haring.
était très connu. Voilà, il dessinait dans les stations de métro. Et vous aviez peur que les gens, voilà, fassent des tags sur vos photos. Oui, voilà, moi j'ai fait trois groupes de tirage parce que je me suis dit qu'on allait faire des tags sur mes photos, mais par miracle, non, personne n'a rien fait. Donc c'était un signe de respect, car il y avait 2 écoles près de cette station de métro et tous les matins et tous les après-midi, voilà, il y avait un flux d'enfants qui se rendaient à l'école ou qui rentraient à la maison et on s'était dit que bon, ils vont détruire ces photos, mais non, ils n'y ont pas touché. Et voilà, et donc cette expo est restée en place pendant 6 semaines. What was the New York Transportation, easy to convince that they could leave you the space and actually advertising space? It's usually pretty expensive. Normalement, est-ce que le métro à New York vous laissez l'espace? C'est que c'est cher la location de cet espace, les revenus en pub, etc. Oui, il n'y avait pas de nom, c'était anonyme. J'ai pas mis mon nom nulle part. Donc les personnes qui voulaient me contacter ou me laisser un message, ils ont mis ça dans les endroits où on mettait le jeton pour rentrer dans le métro. C'est devenu une boîte postale pour moi. Les gens qui voulaient m'envoyer des messages, ils ont commencé à mettre leurs messages dans cet endroit-là. On me les transmis. Il y a des articles, beaucoup de presse. Non, rien. Une seule télé a fait un petit reportage dessus. Vous avez contacté des agences de relations publiques? Non, rien de ça. Voici des images de l'installation dans le subway. Et à la suite, j'ai fait une série de travaux avec ces images. J'avais envie de me rapprocher pour vraiment montrer la réalité. Mais comme c'était très tragique, j'avais envie de montrer l'autre côté. Je voulais juste pas envie de seulement montrer le côté négatif. C'était plus pour informer. Ici, vous voyez un mineur couvert de sang et un autre qui vient de prendre une douche. On voit la couleur de sa peau quand il descend. Ou ici, j'ai envie d'être très proche, montrer le mouvement, le travail. On a 2 mineurs qui montent, un peu flous, et un autre qui monte avec 50 livres de terre sur l'épaule. Et on voit sur son dos les traces. Et j'ai pris beaucoup de portraits. Je voulais qu'ils montrent comment ils sont. Ils étaient contents d'être photographiés. C'était la première fois qu'un artiste, un photographe vienne à la mine. Je donnais des polaroïdes en échange. Je prenais des photos en diapo. Mais j'avais envie de montrer leur force, leur puissance. Et qu'ils ont envoyé un message à leur famille comme ça aussi. Voici le travail que vous pouvez retrouver ici, l'œuvre qui est ici. Si on considère les photographes comme des artistes, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Pourquoi vous ne considérez pas comme photographe et vous n'êtes pas allé voir des magazines pour diffuser votre œuvre pour un plus grand public? Pourquoi vous avez choisi d'avoir fait une intervention dans le subway? Par respect pour le contexte. Si je commence à publier ça, j'aurais perdu le contexte et ça pourrait circuler sans les bonnes informations. C'était important pour moi, très important, de montrer le contexte de cette installation où je pourrais expliquer la relation, le rapport, le contexte. J'ai un tout petit appareil photo. J'ai pris 3000 photos.
j'ai pris 3000, pas parce qu'il y avait 3000 à prendre, mais j'espérais en avoir une ou deux images bien. Ce qu'on voit, c'est des boîtes lumineuses, ce qui est très différent de ce que vous avez fait dans le subway. J'ai commencé à utiliser des boîtes lumineuses en 79 au Chili, et l'idée, à cette époque, c'était quelque chose de très moderne. Et on les utilisait dans les aéroports, les centres commerciaux, des grands magasins pour la pub. Et un jour, je me suis dit, ils essaient de nous vendre des objets. Si je remplace ces objets par des personnes qui les fabriquent en hommage à ces ouvriers. C'était ça l'idée du départ. Je voulais aussi récupérer l'énergie de la photographe parce qu'il me semblait que quand c'était la photo était plate et la vie du volume lumineux, la lumière qui venait de la boîte, j'essayais de renforcer un peu l'image aussi. Notre rapport à la photo a commencé là et votre art a commencé par là. Mais ce n'est pas un rapport facile. Beaucoup de vos œuvres n'utilisent pas la photographie pour montrer quelque chose, mais pour questionner la photographie. Peut-être qu'on peut passer à ce qui est dans l'autre stand, Duncan Fagotier, quand vous dites au revoir à la photo. Donc là, on passe full photography à au revoir la photographie. Bye bye photography. Voici un autre portrait. C'est des hommes forts, fiers. Ils vous regardent. Ils fument. C'est ce que je voulais montrer au public. C'était mon objectif. C'est pas la réponse à ma question. Donc, je passe. Cette image a été prise en 84, 5, 6. Ces images. Le numérique commençait. J'ai résisté de changer de mon petit appareil pour faire des diapos et des petits noirs et blancs. J'ai résisté quelques années. Mais en 88, je me suis dit, il faut que j'essaye cette nouvelle chose. Donc en 88, je me suis acheté un appareil numérique. Et comment le faire? Ce médium m'enthousiasmait. En même temps, la photographie que je l'ai connue était terminée. C'était fini. La chambre noire où j'ai imprimé, c'est fini. Donc un certain type de photographie disparaissait avec le numérique. C'est ce que je me disais. Et je pensais à faire ce travail comme un au revoir à la photographie traditionnelle. Et c'est pour ça que je l'appelle Bye Bye Photography. Et c'est une ampoule rouge qui est symbolique de la chambre noire. Un objet simple qui évoque, donc qui donne une lumière rouge dans laquelle vous pouvez développer et imprimer, faire des tirages. Donc c'était ma façon de dire au revoir à la photo et cette installation est à Paris. Et c'est sur l'événement Off-Screen à Rothschild. C'était une très belle installation. Mais ce n'est pas un titre qui venait de nulle part. C'était vraiment en référence à un des livres les plus extraordinaires sur la photo qui existe, qui s'appelle... C'est by Biden Moriyama et ça s'appelait Bye Bye Photography des années 70. En citant Daido Moriyama, je voulais lui rendre hommage en utilisant son titre pour mon installation aussi. Voici une vue. Oui, montrez.
C'est important de dire que voici un tournant dans votre art. Quand les événements à Rwanda, d'un coup, vous aviez fait beaucoup de choses entre-temps qui n'avaient rien à voir avec la photo. Votre livre. Et on peut vous regarder sur votre site pour vraiment voir tout ce que vous faites dans les installations. Vous avez fait comme installation des installations monumentales, Memory Hall à Santiago. Bref, beaucoup de choses. On peut suivre ça, mais Rwanda, c'était un tournant où tout ce que vous êtes se retrouve. Il y a de l'architecture dans l'espace, du texte, de la photo et de la lumière. Et Rwanda, pour vous, a été une source de beaucoup d'études très variées, qui sont très intéressants et qui ont créé beaucoup d'œuvres. Est-ce que vous pouvez expliquer le processus dans son ensemble vis-à-vis de ces événements et peut-être on peut regarder l'œuvre qui est sur le stand. Sans le savoir, ce que j'ai fait à Serra Pelada au Brésil, d'aller sur place quelque part investiguer et enquêter et rapporter des choses, c'est devenu le modèle de ce que je suis devenu. J'ai commencé à faire la même chose à d'autres endroits dans le monde. C'est 12 ans après, non? Pour Rwanda, 10 ans après. J'ai commencé à suivre ce qui se passait au Rwanda dans le journal et je me suis rendu compte qu'1 million de personnes ont été tuées à la grande indifférence criminelle du monde entier et personne n'a rien fait pour arrêter le génocide. C'était le 3e génocide de notre siècle. En juillet 1994, à la fin du génocide, j'ai cette idée folle d'aller à Rwanda pour voir moi-même et de porter et de témoigner la fin du génocide. Donc je suis allée et j'ai passé 3 semaines sur place et j'ai pris des milliers de photographes avec mon petit appareil. Les journalistes qui étaient là avaient des caméras qui étaient 50 cm devant eux. Et j'avais un petit appareil ridicule avec les objectifs énormissimes. Parce que je ne suis pas photographe. J'avais envie de passer du temps avec des personnes, d'enregistrer leur voix, de passer du temps avec eux. Évidemment, je voulais prendre des photos pour me rappeler qui était qui, mais je n'étais pas là en tant que photographe. J'ai pris des milliers de photos. C'était les images les plus horribles que j'ai jamais prises. Et quand je suis rentrée à New York, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les montrer, que je n'avais pas envie de rajouter à cette pornographie de violence dans les médias, où cela n'a pas fait une différence, ça n'a rien changé, parce que personne n'a agi. C'était mon idée. On ne peut pas faire en sorte de faire semblant qu'on ne les avait pas vus. Donc, si vous les avez vus, vous n'avez pas agi, je ne vous montre pas. Donc, en tant qu'architecte, j'ai développé un programme avec ces images. Je me suis donné l'objectif et pendant 6 ans, j'ai développé 25 projets autour du génocide à Rwanda. Le premier projet, c'était ce projet-là qui s'appelle Real Pictures, de vraies images, pour créer des monuments pour des personnes de Rwanda. Je montre des monuments d'abord. J'ai créé des monuments avec ces boîtes. Chaque boîte contient une photographie, et il y a
texte qui raconte l'image. C'est un endroit sombre, obscur, et les personnes sont invitées donc à, sans toucher, à lire ces textes et sans voir les images. J'utilisais une logique une psychologie un peu à l'envers. Ces images, je vous montre, je vous ai montré ces images et vous ne les avez pas vues parce que vous n'avez pas réagi. Alors peut-être que maintenant que je ne vous montre pas les images, vous allez les voir mieux. Quand les gens lisaient de ces images, que ces gens allaient être émus et poussés à agir. Ces monuments ont été conçus avec cette idée en tête. Donc nous avons créé 21 monuments différents. Et je dois admettre que, voilà, je ne les cache pas. Apparemment, je les cache. Ben non. Ce qu'on voit, en fait, ce qu'on arrive à lire, voilà, ce sont des textes et on est tenté d'ouvrir la boîte. Non, on ne souhaite pas que les gens ouvrent la boîte. Donc il y a des légendes, non? Mais est-ce qu'il y a des images contenues dans ces boîtes? Oui, chaque boîte contient une image. Mais on ne le saura jamais en fait. Oui, une boîte, une image. Il ne s'agit pas de les cacher, il s'agit de les garder pour l'avenir, quand notre société sera capable, sera en mesure de regarder ces images. Quand nous commencerons à être qui nous sommes vraiment. Et là, je révélerai ces images, car ces images auront peut-être un impact. Et nous reviendrons humains. Parce que notre manque de réaction, pour moi, implique que nous ne sommes plus humains. Ici, alors, voilà, tous les monuments sont éparpillés dans les différentes institutions et j'ai été obligée d'imprimer quelques exemplaires supplémentaires parce que parfois, donc le texte, la légende n'est pas clair. Donc les boîtes sont supplémentaires, voilà, et on les offre individuellement. Mais ces boîtes appartenaient, voilà, aux monuments auparavant. Je dois dire que moi, je vis avec une de ces boîtes. Et à l'époque, je travaillais chez Magnum Photo. Et on voyait des images de Gilles Paresse et d'autres grands photographes. Et donc, je pleurais sur les fiches de contact de ces photographes tous les soirs. J'ai leurs livres. Donc, livres composés d'images, composés de toutes ces images, mais il n'y a pas un jour qui passe où je regarde cette boîte, où je ne pense pas à cette boîte, où que je ne m'arrête pas devant cette boîte. C'est terrible. Je ne pourrais pas l'expliquer, je ne saurais pas l'expliquer. Il n'y a qu'une une boîte peut provoquer une réaction violente. Donc, certaines images, voilà. Dans certaines boîtes, il n'y a pas d'image présente, il y a juste des lumières. Donc, pourriez-vous nous parler d'autres installations? Non, juste nous décrire, pardon. Peut-être, voilà, la dernière installation du projet sur le Rwanda s'appelle 6 secondes. C'est l'image d'une jeune fille que j'ai rencontrée dans un camp de réfugiés. Elle était perturbée parce qu'elle venait d'être témoin de la mort de ses parents. Et je voulais lui parler, donc j'ai approché.
Et j'ai commencé à lui parler et elle s'est retournée et elle est partie. Donc elle ne pouvait pas parler. J'avais un petit appareil photo autour de mon cou et de façon très spontanée. Donc j'ai pris une photo pour avoir un souvenir d'elle, pour avoir cette mémoire. She was from her back with a beautiful dress. You could see her face, and Et voilà, mais l'image était floue. Donc j'ai pris réfléchir et pendant des années et des années, j'ai regardé cette image. Mais c'est dommage, je ne peux pas utiliser cette image. Cette image n'est pas claire. Voilà, en tant que photographe, on ne peut pas utiliser une image qui ne soit pas nette. C'est impensable. Mais entre-temps, voilà, 6 ans après, le micro coupe, l'interprète est navré. Donc j'ai fait un autre projet sur le génocide rwandais, mais j'en étais malade de travailler là-dessus et j'ai dû m'arrêter. Donc c'était en l'an 2000, 6 ans après le début du génocide. Mais un jour, j'ai eu une épiphanie. Je me suis dit, je vais utiliser cette image. Et ce sera peut-être l'image la plus importante, l'œuvre la plus importante de tout ce projet sur le Rwanda. Et pourquoi? Mais justement parce que cette image est floue. Car tout ce que je fais en tant qu'artiste, quand j'essaie de communiquer la réalité de quelqu'un d'autre à vous, ou quelqu'un que je ne connais pas, bah, c'est forcément flou. Cela n'est pas net à 100%. Donc nous travaillons toujours et nous œuvrons donc à communiquer, mais c'est forcément flou. Donc je me suis obstinée à utiliser cette image. Et voilà. Donc cela a été le dernier projet donc, sur le Rwanda. Donc ce n'est pas que vous en avez terminé avec le drame. Donc je vois les horloges donc, sur le mur. Et bon, ces horloges ne sont pas optimistes. Ce n'est pas seulement pour connaître l'heure de la fermeture de la bourse à New York. C'est quoi en fait? On a commandé donc, des œuvres pour le musée d'art contemporain de Hiroshima, qui a accordé un prix magnifique et on aura une belle exposition l'année prochaine. Et cela fait partie donc d'un des projets qui sera mis en œuvre dans ce musée à Hiroshima. Ce sont 3 horloges. Le premier indique donc le 6 août 1945, 8h15, donc l'heure à la minute. Voilà. Et l'heure et la minute, pardon, sont fixes. Voilà, bloquées. Il n'y a que les secondes, voilà, avec l'aiguille rouge qui est mobile. Donc je voulais fixer ce moment historique, donc le moment où la bombe sur Hiroshima a été déclenchée. Donc vraiment, c'était un acte criminel. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans un instant. Et cela a été la première fois qu'une bombe nucléaire a été employée pour éliminer une population sur une ville donnée. Donc je voulais fixer ce moment, saisir ce moment, mais je voulais laisser découler les secondes pour indiquer, voilà, notre vie, nous existons toujours, nous sommes toujours en vie, mais nous vivons des zombies. Et aujourd'hui, quand on parle, c'est très contemporain finalement, on parle de l'utilisation potentielle de l'arme nucléaire en Russie et en Ukraine.
voilà, le monde tourne de façon très dangereuse. Ensuite, c'est l'heure à Nagasaki, donc 3 jours, comme vous le savez tous. 3 jours après, comme si une bombe ne suffisait pas, ils ont déclenché une deuxième bombe, donc à 11h02 du soir. Ici, donc, l'heure est fixe, reste fixe, mais l'aiguille des secondes est en marche. Donc là, je fais référence à beaucoup de photographes japonais magnifiques qui se sont rendus à Nagasaki ou à Hiroshima et qui ont photographié tout ce qu'ils ont vu. Et ils ont pris des photos, donc des montres, des horloges, voilà, qui s'étaient arrêtées à ce moment précis. Et tristement, comme si le Japon n'avait rien appris à travers ces 2 tragédies, ils continuent à utiliser l'énergie nucléaire. Et le 11 mars 2011 a eu lieu un tremblement de terre suivi par un tsunami. Et le tsunami a détruit énormément de choses. Des milliers de personnes ont trouvé leur mort, mais un réacteur nucléaire à Fukushima qui a été impacté et qui a développé des fuites, donc des eaux usées, des eaux chargées de particules nucléaires. Et cela a commencé à 14h46. Je voulais capturer, je voulais saisir ces 3 moments et les geler, voilà, dans nos mémoires. Est-ce que nous avons des questions du public? Ce serait le moment de poser ces questions, je pense. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade? Voilà, il faut juste attendre le micro. Bonjour, je voulais savoir si, donc pour le premier, la première prestation de comme président, est-ce que vous avez pensé au format? Je sais que vous aviez un appareil à 35 mm, un objectif de 35 mm. Est-ce que vous l'avez fait exprès ou est-ce que vous n'y avez pas prêté attention, vous n'aviez pas pensé? Et deuxièmement, donc, le centre du monde de l'art se trouve où maintenant, si ce n'est plus à New York? Donc donc mon objectif au Brésil était de documenter le plus possible. J'ai photographié, j'ai filmé, j'ai enregistré, donc j'y ai passé 3 semaines. En fait, j'ai passé 1 semaine et demie, je suis repartie et quand je suis partie, donc je suis partie vers Belém, voilà. Donc Belém était la ville la plus proche de Sarapelala. J'ai pas réussi à dormir cette nuit-là et j'étais plus tellement sûre de ce que j'avais fait. Puisque c'était de la photographie analogue, je ne pouvais pas les visionner. J'avais les pellicules, mais pas les images. Et je me suis dit: «Mais si ces images sont terribles, sont nulles», donc le lendemain, j'ai pris la décision d'y retourner. Donc j'ai shooté pendant 1 semaine et demie supplémentaire. Pour répondre à votre question, donc non, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je me suis établi un programme, donc comment utiliser ces images et c'est là où j'ai eu l'idée d'utiliser la station de métro. Par rapport à la deuxième question, donc New York n'est plus le centre du monde artistique. Non, ce n'est plus en Europe, c'est partout en même temps. Donc grâce à internet et à l'ouverture qui existe actuellement dans le monde, donc cette ouverture vers différentes cultures, donc il n'y a plus de centre proprement dit. Donc quand vous êtes artiste aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de quitter votre foyer, votre ville natale pour vous installer dans une ville capitale. Et je pense qu'actuellement, voilà, nous en sommes là et c'est très beau à voir. Mais nous y avons mis du temps. Dans les années 80, une exposition internationale signifiait quelques Américains et quelques Allemands.
J'ai été invité grâce au travail effectué au Brésil. J'étais invité au Biennale de Venise. En 86, c'était la première fois qu'ils avaient invité un artiste de l'Amérique latine. 1986. Donc, on oublie l'Afrique, on oublie l'Asie, l'Amérique latine. Donc, le monde a été très différent. Aujourd'hui, cela a beaucoup évolué. Ce n'est pas un monde parfait, ce n'est pas un monde de l'art parfait. Il faut évoluer. Il faut que des personnes, donc, à différents niveaux de la société, arrivent à faire évoluer les institutions de l'intérieur. J'ai une question par rapport à votre relation, votre rapport avec les situations urgentes, catastrophiques. Donc, vous vous êtes rendu à Sierra Palada, quand vous avez lu dans les journaux de l'actualité, donc il vous faut beaucoup de temps pour développer tout ce travail que vous avez fait sur site. En tant qu'architecte, vous avez cette précision. Parfois, il y a une urgence qu'il faut gérer, des choses sur la mémoire. Comme vous avez envoyé la vidéo de la mauvaise gestion de la pandémie à New York. Il fallait produire quelque chose tout de suite et le mettre en ligne. Comment vous gérez? Quand il faut produire quelque chose très vite. Je n'ai jamais créé une seule œuvre d'art qui est que de mon imaginaire. Tout ce que je fais appartient à un contexte, une tragédie. Je ne sais pas comment faire autrement. J'admire les artistes qui arrivent à créer une image de nulle part, enfin de leur imaginaire pur. Ils sont face à la feuille blanche ou une toile blanche et ils arrivent à créer quelque chose. Je ne sais pas comment faire. Tout est une réponse à un contexte dans lequel je travaille, dans lequel je me trouve. On vit un moment très difficile. On est entouré de misère, de tragédies. Et je suis plusieurs. Et je ne peux pas répondre à tout, donner une réponse à tout. Mais parfois, il y a quelque chose qui me choque au point où je suis plein de rage et qu'il faut que j'agisse. Et c'est là où je décide de partir et de réagir. Et je le fais pour moi-même, tout d'abord, parce que je ne peux pas gérer, je ne peux pas supporter. Donc, je le fais en tant que thérapie pour moi-même et j'espère que j'arrive à contrôler ma peine et ma rage et le transformer et l'articuler et de former avec tous ces matériels un projet. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Quand vous avez parlé de votre projet à Spring Street, vous parlez des ouvriers et des travailleurs qui allaient à Wall Street. Vous aviez espéré avoir un effet sur eux. Aujourd'hui, le prix de l'or ne fait que grandir. Il y a des personnes qui continuent de travailler dans les mines, dans les mêmes conditions à Burkina Faso et d'autres endroits au monde. Je me pose la question si vous êtes déçus et si vous avez un espoir pour l'humanité et d'où vous puisez cet espoir si vous l'avez. Il y a eu une crash à Wall Street en 87. Vous pensez en être responsable partiellement? C'est une question très personnelle. Oui, je suis assez dépressif comme personne. Il n'y a pas d'espoir. C'est sans espoir. Et parfois, je me dis que tout ce qu'on fait est futile.
Mais j'espère que je pense que je vais avoir une influence ou un effet sur des petites choses. Je suis les idées d'Antonio Gramsci. Il a dit qu'il est un pessimiste avec intellect. C'est Gramsci. Donc, il est optimiste avec sa volonté. Je suis très pessimiste dans ma tête, mais très optimiste dans ma volonté et les choses sont pires. Et quand j'ai eu des images dans le stand de Goodman, je n'avais pas vu depuis 20 ans, j'étais choquée. Parce que tout de suite, je pensais à tous ces endroits, tous ces lieux dont vous avez parlé, où des choses sont pires qu'avant, ou au moins qui n'ont pas changé. L'humanité n'avance pas du tout. Mais si je reste avec cette idée, je vais me suicider. Alors, c'est important que même si on est pessimiste de manière intellectuellement, et de rester optimiste dans la volonté. On n'a pas le choix pour survivre. Vous avez gagné le prix Hasselblad, qui est un prix de photographe et pas artiste au sens large, ou à des artistes qui utilisent la photographie comme médium de temps en temps. Qu'est-ce que ça vous fait d'être mis dans cette sphère de photographe alors que vous avez une critique ouverte de comment ils agissent dans le monde? On ne demande pas pour ce prix, c'est quelque chose qui vous est donné. Christina Brockman m'a appelé de la Suède, de la fondation Hasselblad. Elle m'a dit, est-ce que c'est Alfred Ojard? Je dis oui, c'est moi. Je veux vous annoncer la nouvelle que vous êtes le gagnant du prix Hasselblad. Je dis, madame, vous devez vous tromper. Et vous devez penser à vous tromper de numéro, penser à quelqu'un d'autre. Elle a commencé à rire, elle dit non, non, vous êtes exactement qui vous êtes. Et nous voulons reconnaître votre travail, ce que vous avez fait pour la photographie. J'ai commencé à pleurer. Bodhiyama a reçu le prix avant moi, c'est absurde. C'est ridicule, c'est pas logique que vous donnez à Bodhiyama et moi par la suite. C'est une telle contradiction. Ensuite, ils ont donné à Diana de Singh, qui est un photographe merveilleux d'Inde, où ils sont revenus à leur logique. Je pense qu'ils ont fait un grand écart pour moi. Un bel accident. D'autres questions? Vous avez un microphone? Microphone, down here. Thank you. No, first row. Merci beaucoup. Alfredo, je suis Pierre Bieschi. Je sais que vous aimez l'Italie et Gramsci. Comment c'est venu dans votre carrière cette affinité? J'ai découvert Gramsci quand j'étudiais le cinéma au Chili dans les années 70. Après l'architecture, j'ai étudié le cinéma et j'ai découvert Pasolini. Et dans ses écrits, j'ai découvert Gramsci. Et j'ai commencé à lire les œuvres de Gramsci et Pasolini. Et j'ai découvert que Gramsci était très important pour la résistance au Chili, aux dictateurs. Gramsci a joué un très grand rôle pour la résistance à Chili pendant le régime de Pinochet. Et quand je suis partie à New York et j'ai commencé à travailler en Italie, je me suis rendu compte que Gramsci et Pasolini, pour moi, étaient devenus des modèles de pensée. Et la manière que Pasolini s'est comporté dans le monde, il était tellement de choses, un écrivain, un poète, critique, un polémiciste, un cinéaste. Il était tellement actif dans la vie sociale et politique d'Italie. Il est devenu mon modèle. Donc j'ai déclaré que je travaille dans l'ombre de Pasolini et de Gramsci. Et comme vous savez, Gramsci croyait vraiment que la culture pouvait faire venir le changement. Il essaie d'y croire aussi que la culture apporte le changement. Et voilà pourquoi mon affection pour Gramsci.
coming. Hi Alfredo, really enjoy. Bonjour Alfredo. Merci d'avoir partagé tout cela. Vous parliez du premier projet que vous avez monté. Je voulais parler de votre premier projet. Vous voulez pas le sortir de son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé après 40 ans? Et vous montrez ces images maintenant ici. Je sais que vous êtes très impliqué vous avez beaucoup de soucis pour ces communautés et ce que ça peut faire dans l'art, mais d'un autre côté, quelle est la responsabilité sociale d'un artiste quand ces images deviennent un objet qui peut être vendu sur le marché de l'art et il a une valeur? Et quelle est votre relation avec cette communauté? Il y a une complexité qui est là. Et j'aimerais entendre votre point de vue sur comment vous gérez ces choses. Et quand c'est réalité, dans un contexte comme nous avons ici. Merci. On me pose souvent cette question. J'ai 25 réponses différentes parce qu'il n'y a pas une bonne réponse à cette question. Je pense que nous créons des modèles. On a chacun un fil rouge qu'il faut croiser ou pas. C'est très important. Dans ma carrière très longue, j'ai découvert qu'il n'y a pas de en dehors du système. Tout ce qu'on fait est dans le système, fait partie. C'est impossible à éviter. Le Dada, les surréalistes, le Fluxus, les artistes des spectacles vivants, tout le monde a essayé. Et le marché vient les aspirer. Il n'y a pas en dehors, il n'y a pas de en dehors du système. Il faut apprendre comment travailler avec et dedans. Et en même temps, il faut pouvoir contrôler et le maîtriser. C'est difficile à faire. Donc, je pense tout le temps à Blake. Il a dit, si vous ne pouvez pas être l'esclave dans le système d'un autre homme, il faut créer votre propre système. C'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, votre question ciblée quelque chose de très précis. Ce serait plus facile pour moi d'ignorer certaines réalités. D'accord. J'ignore, je les ignore. Et pour que personne me pose cette question. Mais je crois que c'est irresponsable d'ignorer certaines réalités. Il faut avoir le courage d'en parler. Et c'est ce que nous faisons. Et en parler à un prix, je paye ce prix. Parce que je veux pouvoir regarder certaines réalités que la plupart des personnes ignorent et tournent la tête. Personne ne se souciait au Rwanda quand moi je suis allée. Je voulais que les gens s'impliquent. Il faut prendre des risques, vous prenez des décisions et des risques parce que vous voulez mettre en lumière des réalités que la plupart des gens ne veulent pas voir. Et ces questions déontologiques, je me les pose tout le temps. Et j'ai beaucoup d'œuvres qui traitent de cette question d'éthique. Ça fait partie de moi et de mon travail. Sound of Silence, ça parle de la déontologie, de l'éthique de représenter une autre personne. Mais la réponse n'est pas, c'est je ne vous représente pas. Dans ce cas-là, je vais être heureux et je m'en fous. Non, il faut regarder cette réalité en face et faire de ce que nous pouvons faire de notre mieux. J'échoue souvent. Ces œuvres, ce sont des exercices dans ma tentative de représenter. Mais en général, ils échouent. Parfois, je réussis, mais je continue à essayer. Alfredo, vous avez commencé à dire que vous vous positionnez dans le monde de l'art à New York après des études, après avoir étudié l'environnement, le contexte du monde de l'art, en sortant d'un pays sous une dictature, à regarder l'état du monde. Vous disiez clairement que vous essayez d'aller vers ce type d'exploration, tellement d'années après.
Vous avez l'impression d'avoir la même mission depuis le premier jour, cette énergie d'aller travailler sur ces thèmes où parfois vous désespérez de rajouter, que vous rajoutez à votre vie d'artiste qui est déjà lourde et porter le poids des drames du monde sur vos épaules, c'est très difficile. Comment vous vous levez le matin? Comment vous sortez du lit en disant « Allez », comment vous êtes par rapport à ça maintenant? Comment vous vous sentez? Je pense que la politique nous a vraiment déçus de manière... c'est misérable. Les hommes politiques sont méprisables partout. Quand vous regardez les hommes politiques, et je vis aux États-Unis, où la plupart des hommes politiques ont un niveau de corruption extraordinaire, où l'argent et le sang de la politique, il faut se demander comment ça peut être possible. Il y a des lobbies qui payent des politiciens, les hommes politiques pour permettre cette destruction. La politique nous a déçus. Où aller? On va à la culture. Aujourd'hui, les lieux de l'art et de culture sont les derniers espaces de liberté. Ce sont les seuls lieux où nous pouvons penser librement, projeter des idées, inventer des modèles de pensée et de vivre. Ce sont les seuls endroits qui nous restent. Je veux travailler dans ces espaces et c'est ce que je fais. Je crée des modèles pour penser le monde. Certains modèles survivent, d'autres meurent. Ce sont des exercices de représentation, mais chaque tentative, chaque œuvre que nous créons en tant qu'artistes crée une conception, une perception du monde. Et il faut continuer à en créer et les diffuser en espérant changer les choses. Le monde de la culture, c'est le seul lieu qui nous reste. Je trouve que c'est une belle conclusion à notre conversation. Et on va montrer à notre public le dernier projet que vous avez fait à Milan, mais d'abord, on va vous remercier infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci, Alfredo.